Et la seconde invitée, c'est Violaine Coulon. Bonjour. Bonjour. Ou bonsoir. Chargée de recherche FNRS en glaciologie à l'ULB. Alors, j'ai été vous voir dans votre bureau, plein de surgélateurs, avec des blocs de glace. Oui, tout à fait. Des blocs de glace qui n'ont pas été récupérés par moi, mais Oui. par mes collègues au cours des missions de terrain des dernières années. Et vous les checkez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toutes les 24 heures, oui, pour vérifier que voilà, la température reste suffisamment froide que pour ne pas altérer les échantillons. Ces fameux blocs de glace qu'on a été récupérés à combien de mètres? Ah, ça dépend. Il y a toutes sortes d'échantillons. Il y a des carottages plus profonds. Il y a aussi des échantillons de glace de mer. Alors, j'ai vu que vous travaillez évidemment dans votre bureau, 3 ordinateurs et toujours des images satellitaires. Ça, c'est évidemment l'ADN de votre job. C'est essayer de comprendre comment sera la calotte glaciaire à moyen et long terme. Tout à fait. Alors, les images satellitaires, c'est l'information qu'on a aujourd'hui pour comprendre les changements de masse de la calotte antarctique depuis qu'on a des observations satellitaires, c'est-à-dire depuis quelques décennies maintenant. Donc ça, c'est notre outil qui permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et le constat est clair, la calotte antarctique perd de la masse. Perd de la masse. Alors d'abord, la calotte glaciaire. Moi, je vous avoue, avant de vous rencontrer, je ne savais pas vraiment ce que c'était. J'ai appris qu'elle faisait 2 kilomètres. Elle fait en moyenne 2 km d'épaisseur. Donc il y a des endroits où c'est évidemment moins profond et des endroits où on a presque 3 voire 4 km d'épaisseur. Oui. Alors comment vous travaillez? Vous travaillez avec des calculs, des modèles, l'intelligence artificielle, des hypothèses ou des certitudes? Alors, mon outil du quotidien, donc c'est, vous l'avez dit, mon ordinateur. C'est vrai que mon bureau, c'est un peu moins glamour que l'image qu'on a d'une glaciologue qui est sur le terrain en train de faire un carottage. Oui. Mon quotidien, c'est avec un outil qui est un modèle numérique de calotte glaciaire, c'est-à-dire c'est un programme informatique dans lequel on a traduit en langage informatique, en langage mathématique, les équations physiques qui régissent la dynamique et l'écoulement de la glace. Alors, on a constaté, je crois que c'est à l'ouest de l'Antarctique, que les régions perdent de plus en plus de masse. Et j'ai un chiffre, moi, 150 milliards de tonnes par an. Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est exagéré? Non, c'est exact. Donc ça, c'est de nouveau grâce à ces observations satellitaires. On voit que depuis le début des années 2000, on a une perte de glace d'en moyenne 140 gigatonnes par an, ce qui représente presque un demi-millimètre d'élévation du niveau marin, lié uniquement à la fonte de la calotte antarctique, parce qu'évidemment, il y a d'autres contributeurs à l'élévation du niveau marin. Alors, vous faites de la recherche fondamentale, mais vous êtes quand même talonné par le changement climatique. Ah oui, c'est vraiment... disons, notre... motivation dans les projections qu'on fait. On va essayer de se poser des questions telles que comment est-ce que l'Antarctique va évoluer si on continue à émettre autant de gaz à effet de serre et donc qu'on le fait aujourd'hui et donc induire un réchauffement climatique important, ou à l'inverse, comment est-ce que l'Antarctique va évoluer si on réduit drastiquement nos émissions, ce qui va permettre de limiter le réchauffement climatique. Ça, c'est les questions un peu qui m'animent au quotidien. Est-ce qu'à un moment donné, aujourd'hui comme chercheuse, vous pouvez dire qu'il y aura à un moment donné un mouvement de bascule et au-delà de ce mouvement de bascule, on ne pourra plus rien faire? Alors ça, c'est très difficile de répondre à l'heure actuelle à cette question. C'est vrai que c'est de nouveau une question de recherche qui nous anime beaucoup, d'essayer de voir quels seraient des potentiels points, des seuils de basculement au-delà desquels on déclencherait des pertes de masse irréversibles à échelle de temps humaine de la calotte antarctique. Le problème, c'est que le concept de ces points de basculement, c'est qu'on dépasse ce seuil et puis des changements irréversibles sont induits sur des longues échelles de temps, même si on arrête tout réchauffement. Le problème, c'est qu'on n'a pas le recul nécessaire aujourd'hui pour affirmer qu'on a déjà franchi des seuils de ce type. Maintenant, des recherches qui ont été faites justement avec des modèles montrent qu'il y a certains points de basculement qui pourraient être atteints autour de 1,5 degré de réchauffement, qu'on a atteint l'année dernière maintenant. Donc, je pense que le message, c'est clairement qu'au plus on limite notre réchauffement, au plus on réduit le risque de franchir ces seuils de basculement. Imaginons un scénario catastrophe, fonte totale, la mer du Nord arrive à Bruxelles.
Alors Bruxelles, je pense que l'altitude moyenne, c'est autour de 50 mètres. Ouais. Et la calotte antarctique, si on imagine le scénario catastrophe qu'elle vient fondre entièrement, on estime que ça représenterait une élévation du niveau marin d'environ 58 mètres. Bon, évidemment, c'est une fonte qui ne se ferait jamais en une nuit et elle mettrait en réalité plusieurs centaines, voire milliers d'années à se mettre en place. Maintenant, clairement, ça aurait un impact sur notre ville. Vous êtes une jeune chercheuse, hein, vraiment vous êtes centrée sur votre boulot. Quand vous entendez aujourd'hui encore des climato-hyper-sceptiques qui disent « mais non, il n'y a rien », etc., qu'est-ce que vous avez envie, vous, de leur répondre, vous, jeune chercheuse? Alors, je pense que maintenant, ça devient compliqué de nier les conséquences du réchauffement climatique. On le voit déjà aujourd'hui, on le voit tous les jours dans l'actualité. Si on se concentre sur mathématiques, qui est donc l'élévation du niveau marin, l'augmentation de la fréquence des inondations pour les régions côtières, elle est assez claire. On l'a vu encore l'été dernier en Espagne, et il y a toute une série d'autres exemples. Donc je pense que ça devient compliqué maintenant de réellement nier la réalité du réchauffement climatique. Vous êtes en postdoc. Vous espérez quoi à la fin de ce postdoc? Arriver à quoi? À la fin de ce postdoc-ci ou de ma carrière de chercheuse? Comme vous voulez, le postdoc et la carrière. Mais je pense que le postdoc, ou même mon objectif en tant que chercheuse, c'est clairement de parvenir à produire des projections robustes qui vont pouvoir être utilisées pour faire des projections robustes d'élévation du niveau marin, qui vont avoir un impact. Je pense que mon objectif, c'est ça. Et surtout, que ça puisse avoir un impact politique et servir idéalement de levier pour des politiques ambitieuses. Je pense que mon idéal, ce serait un petit peu ça, c'est que les résultats de nos recherches ne servent pas uniquement à mettre en place des stratégies d'adaptation. Par exemple, construire des digues, qu'elles sont temporaires, c'est très coûteux. Mais plutôt mettre en place des politiques qui vont accélérer la transition énergétique. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre domaine, il y a beaucoup de collaborations internationales, ou même au sein de l'ULB, ou bien vous êtes une solitaire dans la glace, si j'ose dire? Je ne suis vraiment pas solitaire, je suis derrière mon ordinateur beaucoup, mais on travaille énormément à l'échelle internationale, beaucoup pour ma part au niveau européen. On est une petite communauté, c'est vrai, dans la modélisation des calottes glaciaires, mais on est assez bien répartis internationalement. Oui. Est-ce que, justement, quand on est tout le temps, comme vous, derrière des chiffres, dans les chiffres, comment raison garder? Comment raison garder, c'est une bonne question. Hein. Je pense que voilà, parfois, c'est un petit peu dur la réalité des chiffres qu'on produit. Vous fait peur? Évidemment, évidemment. Les constats... Bon, évidemment, je travaille à des échelles de temps qui sont parfois plus longues. Hein. Les projections que je fais, elles vont parfois jusqu'à la fin du millénaire, donc ça peut paraître un petit peu moins palpable. Mais n'empêche que les chiffres, déjà jusqu'à la fin du siècle, peuvent être très effrayants si on suit les scénarios les plus pessimistes, c'est-à-dire si on ne réduit pas drastiquement nos émissions. Et votre angoisse, vous en parlez avec vos collègues on n'en parle pas, ça dépend. Ça dépend, c'est pas une conversation du quotidien, parce que sinon, je pense que ce serait un petit peu déprimant pour tout le monde. À ce point-là? C'est pas une conversation du quotidien, non. Oui, ouais. Vous dites ce serait déprimant? En tout cas, si je prends les chiffres des projections que moi-même j'ai produits récemment, les chiffres sont assez alarmants. Le constat, il est évident, il est très clair, c'est qu'il faut absolument réduire les émissions pour éviter une élévation drastique du niveau marin. Dites-moi, pourquoi il y a si peu de femmes en glaciologie? Alors, je ne sais pas s'il y a si peu de femmes en glaciologie spécifiquement. Je pense qu'il y a un constat qui est assez clair, c'est qu'il y a une sous-représentation des femmes en sciences dans le milieu académique. Toujours maintenant encore? En tout cas, c'est d'autant plus vrai au fur et à mesure qu'on évolue au sein du parcours académique. C'est moins le cas. Je pense qu'on a une balance qui est assez équilibrée, par exemple, pour les doctorats. Mais il y a très peu de femmes qui occupent des postes
à responsabilité, des postes de direction. Ça, les chiffres, les statistiques sont malheureusement assez clairs là-dessus. Alors, vous m'avez dit que vous venez d'être maman. Tout à fait. Hein, vous avez un enfant de 2-3 mois. De 6 Votre mois, vie de oui. chercheuse va changer. Est-ce que c'est plus compliqué d'être une femme à ce moment-là? Et puis, votre compagnon, comment est-ce qu'il peut partager le boulot? Alors, est-ce que c'est plus compliqué d'être une femme? C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai déjà le recul nécessaire que pour vraiment bien répondre à cette question. Après, de nouveau, je pense que le constat est là. J'avais lu une étude qui a été publiée dans la revue Nature qui disait qu'aux États-Unis, la moitié des femmes en sciences quittaient le milieu académique après la naissance de leur premier enfant. Alors j'espère que ce ne sera pas le cas pour moi, mais de nouveau, ça fait se poser des questions et je pense qu'il y a des réalités de la maternité qui peuvent compliquer le parcours académique. Par exemple, je pense que c'est plus compliqué pendant une grossesse ou en allaitant de se rendre à l'étranger pour participer à des réunions, à des conférences. Et donc, ça a malheureusement un impact sur la visibilité. Et puis le congé de maternité, vous m'avez dit que votre compagnon a dû prendre 2 mois de vacances pour rester avec vous. Nous, c'est le choix qu'on a fait, oui, parce que voilà, de nouveau, il y a une inégalité dans la durée du congé de paternité et de maternité. Et donc, on a fait ce choix-là de prendre tous les 2-3 mois pour pouvoir s'occuper de la même façon de notre fille. Violaine, merci en tout cas d'avoir été mon invitée. Vous Merci pouvez à vous. revoir toutes ces émissions, toutes ces capsules sur les sites de la Libre, de l'Avenir et de l'ADH. On se retrouve la semaine prochaine avec Delphine Misson, maître de recherche FNRS en sciences juridiques à l'UCL Louvain, et Sébastien Mouchet, chercheur qualifié FNRS à l'UMONS en physique. Bonne semaine, à mercredi prochain.